Pour commencer cette émission et cette soirée exceptionnelle, j'ai donc voulu revenir sur l'histoire de Frédéric. Il y a un an, tout juste, son témoignage m'avait ému aux larmes. Frédéric était un mordu de sport. Il y a encore 4 ans, il passait son temps entre les terrains de foot et les sorties entre amis. Mais aujourd'hui, ses souvenirs sont bien loin, car Frédéric est désormais cloué dans un fauteuil roulant et ses journées sont rythmées par les séances de rééducation quotidienne. À 25 ans, le jeune homme a vécu un véritable calvaire. Tout commence en juin 2017. Frédéric, en couple depuis 5 ans, décide de reprendre son indépendance. Il rompt avec sa petite amie Caroline et retourne vivre chez sa mère. Mais un jour, alors qu'il est chez son ex-petite amie pour récupérer des affaires, la mère de Caroline, accompagnée d'un ami, l'aurait roué de coups avant de le jeter par la fenêtre du 3e étage. Il y a un an, Frédéric était donc venu sur ce plateau avec sa maman et son avocate et son témoignage nous avait bouleversés. Avant de les accueillir à nouveau pour savoir ce qu'ils sont devenus, regardez ce qui s'est passé ce jour-là sur notre plateau. Vous êtes en colère ? Bien sûr, qui serait pas en colère après ça. Mais bon, la vie continue. Mais vous avez envie de vous battre ? Bien sûr, pour ma mère déjà. Et pour moi, bien sûr. Mandy, quand il vous dit ça ? C'est touchant, oui. Et j'espère bien qu'ils vont encore se battre. Bah, ça, c'est sûr et certain. C'est aujourd'hui un combat que vous menez tous les deux, au fond ? Oui. Pour tous les deux, tous les 5, 6 même. Oui, ton Papa, les oui. enfants. Ouais, c'est justice que vous réclamez aujourd'hui. Vous voulez qu'on reconnaisse qu'il n'a pas voulu se suicider. C'est ça. Voilà, moi, C'est important pour vous. Oui. Surtout bon, moi, c'est important. Ouais. Et reconstruire une vie. Parce que les gens pensent que j'ai voulu me suicider, moi, ça m'en fout. Parce que c'est pas du tout ça, oui. Stéphanie Germani, il a une force incroyable et un amour. Alors, Pour sa maman aussi. Ah oui, tout à fait. Alors, on est censé être neutre, nous les psys. Dans ce cas de situation, c'est impossible de rester neutre. Je vous trouve merveilleux, je vous trouve incroyable. Et je vous souhaite vraiment que la justice puisse être faite. Parce que vous méritez vraiment que la situation puisse changer. Comme vous dites, c'est pas sain quelque part que ces personnes, si ces personnes sont responsables des faits, qu'elles restent comme ça impunément à vivre normalement. C'est pas normal. Donc vraiment, encore une fois, vraiment, moi, c'est ma mère que je voudrais remercier. Oui. Parce qu'elle m'a trop bien élevée, éduquée, tout ça, quoi. Merci. Merci, moi. Oui, que dire hein, C'est moi qui veux pas plus. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur, mais vous allez y arriver, sincèrement. Oui. En tout cas, vraiment bravo. Bravo pour avoir osé venir, mettre des mots. C'est là aussi encore une preuve de courage. Si à sorcier aujourd'hui je me bats, c'est pour ma mère. Hein. Et la vérité finira par éclater. Et mes vraies sœurs, bien C'est ce sûr. que je dis toujours. Merci en tout cas, Frédéric. Merci. L'exemple à montrer à mes petites sœurs et petits frères. Merci à tous les trois. Donc c'est la première fois. C'est loin. Très ému. Merci. Ah, vous Merci écoutez beaucoup. pas, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, Frédéric est de retour sur ce plateau. Bonjour Frédéric. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. C'est encore émouvant de revoir ces images quand Oui, vous j'ai étiez vu ça. sur ce plateau. Bonjour Mandy. Bonjour. Vous êtes la maman de Frédéric. Merci Oui. également d'être avec nous. Je veux juste te dire une chose, c'est que je vous ai vu arriver là il y a 2 minutes sur le plateau. Vous êtes arrivé en marchant. Oui. Vous marchez, Frédéric? Ben, plus Robocop. Oui, enfin, Robocop, il marche J'ai du quand mal même. à faire. Vous avez du mal, mais vous êtes venu sans fauteuil roulant, là, sur le plateau. Oui. Donc ça, c'est un progrès incroyable, quand même. Quand on peut. Vous êtes content d'arriver à marcher? Bah oui, bien sûr. C'est assez dingue, parce que vous étiez dans ce fauteuil. On a dit que vous n'arriveriez pas à marcher, que vous n'arriveriez pas à survivre par rapport à tout ça. Et là, ça va? Ben, j'ai voulu prouver le contraire. Et c'est votre force, ça. C'est ma mère qui me donne la force, là. Mandy, Oui, on travaille en équipe. cette force, c'est fabuleux de le voir arriver comme ça sur le plateau. Alors, il était aidé, bien sûr, il marche pas, il court pas, il nous dit, mais il était aidé, mais il arrive à mettre un pas, un pied devant l'autre. Les escaliers, oui. On y arrive. Il dit que c'est Tout grâce à vous. doucement. Ben, je le pousse, on travaille à la maison. On est équipés. Et vous avez envie
de pouvoir remarcher normalement et que vous allez y arriver. Ça me fait mal de voir que ma mère, elle est pas heureuse de me voir comme ça. Dans la situation, elle voudrait me voir galoper, faire plein de choses, vous voyez. Vous avez été très sportif avant en plus. Oui, très, très. Vous y avez quoi, du foot? Ah, beaucoup, beaucoup, tous les jours. Même quand il pleuvait, il neigeait, je faisais du foot. Et vous auriez quoi, envie un jour de pouvoir retaper dans une balle? Je ne dis pas de faire un match peut-être, mais au moins de pouvoir retaper dans une balle? Oh, ça, c'est mon rêve. Bah, j'espère que vous allez pouvoir y arriver. Oh, j'en suis sûr que je vais réussir, moi. Bah, j'en suis sûr, puisque vous y croyez, j'en suis sûr. Ah oui. Mandy, ça se passe comment au quotidien, en fait? On parlera de l'affaire dans un instant, on va y revenir, mais là, voilà, j'ai envie de m'intéresser à lui. Ça surtout. se passe bien. Hein. Frédéric, il travaille, il est volontaire. Donc, il dit toujours oui. J'ai pas de difficulté. Alors, on va revenir sur votre affaire hein, pour les gens qui nous regardent. Votre vie a basculé le 22 juin 2017. Ce jour-là, alors que vous êtes chez un ami... Le 21 juin. 21 juin, oui. Alors que vous êtes chez un ami, vous recevez des dizaines d'appels de votre ex à l'époque et vous n'avez pas envie de décrocher votre téléphone, mais préoccupé par la situation, vous finissez par vous rendre chez Caroline et sa mère pour avoir des explications. Et vous vous dites que vous allez en profiter pour récupérer des affaires à ce moment-là. Mais vous seriez en fait tombé dans un véritable guet-apens. Retour sur cette soirée qui a brisé la vie de toute une famille. Nous sommes à Lille, dans le nord de la France. C'est ici que vit Frédéric, un intérimaire de 23 ans. Depuis 5 ans, Frédéric est en couple avec Caroline, 22 ans. Les deux jeunes gens se sont rencontrés dans un stade de foot, alors que Frédéric était sur la pelouse et Caroline, elle, dans les tribunes. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Et au bout de 4 mois de relation, Frédéric s'installe avec Caroline chez sa belle-mère. Mais en juin 2017, Frédéric décide de rompre. Sa relation avec Caroline s'est détériorée et le jeune homme veut retrouver son indépendance. En attendant de retourner vivre chez sa mère, il se fait alors héberger chez son meilleur ami qui habite non loin de chez Caroline. Mais bientôt, la nouvelle vie de Frédéric va voler en éclats. Le 22 juin, 5 jours après sa rupture, il est 20h30 lorsque Frédéric, qui joue tranquillement aux jeux vidéo chez son ami, aurait reçu une dizaine d'appels de son ex-copine. Épuisé par ce harcèlement, il décide alors de se rendre chez Caroline, pensant ainsi récupérer ses affaires. Mais en l'accueillant dans l'appartement au 3e étage de l'immeuble, la mère de Caroline l'aurait giflé. Choqué par cet accueil, Frédéric s'apprête alors à repartir, mais la porte d'entrée est verrouillée. Soudain, un inconnu aurait surgi dans la pièce et il aurait asséné un violent coup de poing dans l'oreille de Frédéric. À terre, le jeune homme essuie d'autres coups. Puis, sans vraiment comprendre ce qui lui arrive, Frédéric se sent tout à coup soulevé du sol. Il se rend alors compte que sa belle-mère et l'homme sont en train de le porter. Quelques secondes plus tard, il chute de 3 étages. Frédéric se retrouve alors face contre terre, dans la rue, inconscient. Il convulse. Les pompiers dépêchés sur place embarquent le jeune homme et le transfèrent d'urgence à l'hôpital. Dans le service de réanimation, Frédéric est plongé dans le coma. Il souffre d'un traumatisme crânien, de multiples fractures, d'un œdème cérébral et sa colonne vertébrale est touchée. Les médecins ignorent si le jeune homme se réveillera un jour. Mandy, la mère de Frédéric, est contactée le lendemain par l'hôpital. Au téléphone, les soignants la prient de venir au plus vite, sans préciser dans quel état se trouve son fils. En arrivant sur place, la mère de famille est sous le choc. Les médecins expliquent alors à Mandy que Frédéric aurait tenté de se suicider en se défenestrant chez Caroline. La mère du jeune homme ne veut pas y croire. Et pour le moment,
sa seule priorité est que son fils survive. Mais alors, que s'est-il vraiment passé? Frédéric a-t-il été défenestré par vengeance? Et comment le jeune homme va-t-il s'en sortir après cette chute de plus de 7 mètres? Retour en direct pour cette soirée spéciale. Mandy, je vous voyais regarder les images émues. Ça fait toujours drôle. Puis... Je suis là, donc t'inquiète. C'est arrivé quand même. C'était quoi? C'était les images sur le lit d'hôpital qui vous touchaient le plus? Celle-là? Oui. C'est horrible. J'aime pas trop regarder. On va l'enlever alors. On va l'enlever. Vous lui dites je suis là? Oui, je suis là. La preuve. Je sais que tu es là. Et j'espère être là encore bien longtemps. Et vous êtes là pour bien longtemps, on en est sûr. Frédéric, cette fille, en fait, vous l'avez rencontrée en mars 2012, je crois. C'est ça. Hein, c'est ça? Avril 2012. Avril même de 2012, vous l'avez rencontrée. Vous jouiez au foot, elle était dans les tribunes? Je joue au foot, elle était venue voir quelqu'un. Mais en fait, elle m'a vu moi et après, voilà. Elle a craqué sur vous. Bah oui. Je sais pas moi ce qu'elle ressent. Elle a craqué. Mais je pense que oui. Mandy, elle était comment, Caroline? Bah, je l'ai pas connue tout de suite. Vous aviez quel sentiment en la voyant? Vous l'aimiez pas trop? Non, je la sentais pas non plus, non. Non, ni elle, ni sa mère. Pourquoi vous les sentiez pas? Profiteur. Donc c'est moi qui payais tout. Donc Frédéric avait tout. Il venait, il me demandait, je lui donnais tout sur un plateau d'argent. Donc tout le monde le savait qu'il y avait tout. Ça depuis tout petit. Jusqu'en mai où je lui ai dit c'est bon, tu vas travailler, j'arrête de payer pour tout le monde. En juin, voilà. Il n'y a plus d'argent, donc... C'est-à-dire, pour bien comprendre ce que vous êtes en train de me dire, vous avez le sentiment que, en fait, c'est quand il a décidé de se séparer de Caroline que les choses ont dégénéré. Bah, elle aussi, elle voulait plus de lui parce qu'il n'y avait plus d'argent. On va dire que quelque part... Mais pendant la période où vous étiez avec elle, vous étiez heureux avec elle? Franchement, honnêtement, non. Non, pas trop? Non. Non, moi je Pourquoi? Pourquoi ça l'est pas? Ben, comment dire? Je sentais qu'on profitait trop de moi. Ah, vous le sentiez, vous aussi? Oui, et moi, mon problème, c'est que je donne tout sur eux, comme ma mère fait pour moi. Elle m'a toujours tout donné. Alors moi, je fais pareil que les autres. Ouais. Je donne tout dès que je peux. Vous étiez trop gentil, en fait. Ça, je suis beaucoup trop gentil, oui. C'est le... même un défaut. C'est le défaut de votre fils? Oui. Encore maintenant. Ouais, ça, c'est vrai. Donc vous décidez de rompre avec elle? Oui. Et elle, quoi? Elle vous harcèle régulièrement au téléphone? Quand même. Et Mandy, vous êtes au courant qu'il y a ces appels répétés, oui, qu'elle cherche à renouer? Quand il m'a demandé de revenir à la maison, je lui ai dit OK. Et le truc, c'est que Frédéric m'avait fait part, donc le 30 mai 2017, où il m'a dit sa mère, elle prépare quelque chose. C'est-à-dire qu'il avait un pressentiment? Voilà, il m'en a parlé. Donc, je me suis acharnée sur Cheyenne, donc j'assume. Je lui ai envoyé des messages, donc il y a des traces, et je l'ai menacé. J'ai dit, s'il arrive quoi que ce soit à Frédéric, il y aura une guerre familiale. Donc vous menacez Caroline? Oui. Donc, 3 semaines avant, le 30 mai. Parce que vous sentez 2017. qu'il va se passer quelque chose? Parce que Frédéric, il me fait part que, oui, il sent que sa belle-mère est en train de faire quelque chose. Alors, ce soir-là, en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est pourquoi vous retournez chez Caroline et chez la belle-mère. Et même ça, faut que je le dise, la police. Et tu vois, elle a dit à la police que j'étais chez elle. Non. Qu'elle m'a harcelé. En fait, À la juge. Elle a dit à la juge. Qu'elle m'a harcelé alors que j'étais chez elle. Oui, elle a dit à la juge sur le compte rendu que j'ai regardé le compte rendu de la juge. Elle parle de messages. Donc elle dit que Frédéric était là-bas de 21h à 23h. Alors que Frédéric, les appels, ils arrivent à partir de 21h27
jusque 22h. Pour être très clair, pour bien comprendre, en fait, il y a plusieurs appels qui vous sont envoyés, ça. Frédéric, et vous dites à un moment, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse, je vais aller les voir pour leur dire d'arrêter de m'envoyer autant de messages, et puis vous aviez quelques affaires également, je crois, à récupérer. Quand vous arrivez sur place, parce que vous connaissez bien cet appartement, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez sur place? Moi, je veux pas récupérer mes affaires dans la chambre directe. Mais il y avait... un homme? Une personne, pas l'homme encore. Lui, il se cachait dans la salle de bain. Il y avait un homme caché dans la salle de bain? Il y avait une autre personne un peu plus jeune, même beaucoup plus jeune. Et comment dire, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Je l'embrouille. Et la mère a... Mon ex, Caroline? voilà. Elle vient, elle me tire, elle me met des claques. Elle se met à vous frapper, la mère? Oui. Sans vraie raison? Des claques. Moi, je frappe pas les castors. Donc je pars à la porte. Mais la porte, elle ferme à clé. Il n'y a plus les clés sur la porte. Donc moi, je fais quoi? J'en vais dans la salle à manger. Mais elle crie un nom. Et la personne, elle sort de la salle de bain. Il me met un gros coup de poing dans l'oreille. Et j'entends plus en plus. Donc je suis tombé par terre. Il monte sur moi. Il me met plusieurs coups de poing. 3-4 coups de poing. La mère, avec la barre à rideau, elle la retire, elle me frappe dans l'estomac. Avec la barre à rideau? Avec la barre à rideau. Ouais. Elle me frappe dans l'estomac en plus. J'arrivais plus à respirer. Et quand j'étais un peu dans les vapes, je sens qu'on me soulève. Et en fait, elle me soulève et lui parle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les deux vous prennent par les épaules. Les deux vous prennent par les épaules et ils vous mettent en équilibre sur la rambarde du balcon? Et même pas sur le balcon, ils me jettent direct. Ils vous jettent par la fenêtre? Par la fenêtre. J'ai pas touché l'air en bas, l'air en bas. Ils vous jettent du 3e étage? Oui, bien sûr. Mais vous vous en rendez compte? Pour dire, ça veut que j'aime pas parler de ça parce que je parle bizarre. Mets-toi bien, est-ce que tu vas tomber? Mets-toi bien. Mettez-vous vers l'avant, voilà, parce qu'il n'y a pas de dossier. Mais vous vous en rendez compte? Comment dire, j'ai pas le temps vraiment de savoir ce qui se passait. Genre, c'était trop bizarre. Genre, j'ai senti qu'il me soulevait, mais je pensais pas qu'ils allaient me jeter par la fenêtre. Mets-toi bien. Franchement. Ça paraît totalement dingue. Vous apprenez ça comment, Mandy? Je suis prévenue que le lendemain, par le CHR de Lille, personne ne me prévient. Mais pourtant, il y a les pompiers qui viennent, il y a la police qui vient quand il est jeté par le balcon. Ils ont demandé mon numéro de téléphone. Elle a dit je ne l'ai pas, alors qu'elle m'avait encore sur Facebook. Elle avait mon numéro de téléphone, puisque quelques jours avant, elle me demandait des cigarettes. Et donc, le lendemain, on vous annonce la nouvelle, on vous dit quoi? Non, on me demande de me déplacer au CHR. Donc là, vous arrivez à l'hôpital. Oui. Et là, on nous prend, donc j'arrive à l'hôpital avec mon mari, et on nous prend à part, donc avec plusieurs médecins, dans une salle, avec plein de chaises, je me souviendrai toujours. Et là, il m'annonce que mon fils est entre la vie et la mort. Plus vers la mort. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Je comprends pas, en fait. Je reste dans le déni. Jusqu'à ce qu'il me le ramène, il me ramène dans la chambre, où je le vois comme la photo. Et là, je garde espoir, malgré tout, je garde espoir. Et on vous dit quoi? Fait vivre. On vous dit quoi sur cette situation? Qu'ils ne savent pas. Même au bout d'un mois, ils ne savent pas. Et puis, on désespère. Ils ne savent pas s'il va survivre. Ils ne savent pas s'il va survivre, ils ne savent même pas s'il va se réveiller. Il pouvait très bien rester dans le coma 10 ans, 15 ans. Et ils ne savent pas dans quel état? Ils ne savent pas dans quel état. Ils m'ont dit dans les 24 heures, comme dans les 48 heures, même au bout d'un mois, comme je vous dis. J'espérais tout le temps qu'ils me disaient, c'est bon. Non. Vous avez peur de l'état dans lequel il va se réveiller, ou tout ce que vous voulez, c'est qu'il se réveille? Je veux qu'il se réveille. Quel que soit son état? Oui, je veux qu'il se réveille.
Même un légume, dans ma tête, c'était je m'en fous, faut qu'il se réveille. Inès, ça c'est vrai que psychologiquement, pour un parent, il y a beaucoup de parents d'ailleurs qui ont ce discours, c'est de dire je m'en fiche quel que soit son état au réveil, je veux juste qu'il soit là. Bah oui, parce qu'effectivement, tant que la personne, elle est vivante, même si elle n'est pas forcément consciente, on se dit, il y a un lien, elle existe, et puis il y a toujours l'espoir, parfois fou, parce que vous savez bien, c'est comme quand on vous dit, la personne a disparu, ça fait 1 an, etc., puis les parents ont toujours l'espoir que la personne soit vivante. Bah là, c'est un peu le même truc, c'est je m'accroche à mon espérance qu'il va s'en sortir, même si on dit, il va être paralysé à vie, il pourra plus faire ceci, il pourra plus faire cela. J'entends les parents dire, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, c'est cet espoir qui, parfois, fait qu'on voit des miracles et on voit les gens qui avaient l'air condamnés, leur espoir et leur pulsion de vie formidable fait qu'en fait, il y a des trucs incroyables qui se produisent. Mais Mandy le dit même, enfin l'expression, alors j'aime pas trop cette expression parce que c'est un peu péjoratif pour les gens qui sont comme ça, mais on comprend ce que vous voulez dire quand vous dites comme un légume, c'est-à-dire que même totalement paralysé, même sans réaction, il est toujours là. Il est là. Et ça c'était important pour vous. Oui. Ouais. C'est égoïste. Aujourd'hui, il est bien là. En tout cas, oui. et ça progresse de jour en jour. En tout cas, le lendemain, après avoir appris la terrible nouvelle, Mandy, vous accusez le coup, bien évidemment, et vous décidez rapidement de vous rendre sur place pour obtenir des réponses, mais vous allez être confronté à un choc supplémentaire. Alors que Frédéric est plongé dans le coma, Mandy cherche à comprendre ce qui a bien pu se passer. Elle se rend alors au domicile de Caroline et de sa mère, dans l'espoir qu'elles lui en disent plus. Mais la mère de famille est accueillie par des brimades et une altercation éclate. Mandy réussit simplement à récupérer quelques vêtements de Frédéric, déchirés et mélangés à des détritus. Et elle n'est pas au bout de ses peines. Certains voisins vont lui raconter avoir entendu le bruit assourdissant de la chute de Frédéric ce soir-là. Ils affirment avoir regardé par la fenêtre puis s'être précipités dans la rue pour venir en aide au jeune homme. Ils auraient croisé des individus rôdant auprès de Frédéric. Mais au bout de quelques secondes, ils seraient repartis sans rien dire et surtout sans prévenir les secours. Face à ces déclarations alarmantes, Mandy, profondément choquée, se rend au commissariat et porte plainte le 26 juin pour non-assistance à personne en danger. Mais sans le récit de Frédéric, qui est toujours dans le coma, l'enquête ne peut pas avancer. Mandy, épuisée, passe ses journées à l'hôpital, aux côtés de son mari, à attendre que son fils sorte du coma. 2 mois plus tard, c'est la délivrance. Frédéric se réveille. Mais le jeune homme ne peut plus parler. Il utilise alors une tablette pour écrire. Et il confie à ses parents qu'il n'a pas tenté de se tuer. En novembre 2017, Frédéric, toujours hospitalisé, retrouve la parole. Il est alors rapidement auditionné par la police, mais depuis 3 ans, l'enquête ne progresse pas. Retour en direct sur le plateau de cette soirée spéciale. Que sont-ils devenus avec ces témoins qui nous ont bouleversés en 2020 et qui sont de retour ce soir sur ce plateau. Mandy, quand on vous dit qu'il a voulu se suicider, Frédéric, comment vous réagissez? Je ne le crois pas. Déjà, je l'ai eu au téléphone à 20h. Non, et puis il cherche du travail, donc de la veille. Non, je ne crois pas. Il n'a jamais fait de tentative de suicide. Donc pourquoi, d'un seul coup, il en ferait une? Mais la situation est complexe pour vous parce qu'il est dans le coma à ce moment-là. Oui. Donc il ne peut pas s'expliquer, il ne peut pas vous dire. C'est compliqué. Après, je me suis rendue 2 jours après pour récupérer. Hein, donc c'est bien. Hein. Et sa mère était déjà agressive. Mais extrêmement agressif. Mais est-ce que vous avez imaginé à ce moment-là qu'il ait pu être jeté par la fenêtre? Oui. Ah oui. Oui, parce que tout... je repense 3 semaines avant ce qu'il m'a dit. Donc, elle prépare quelque chose, vous nous disiez tout à l'heure. Donc du coup, oui. Je réfléchis même pas, j'ai compris. En tout cas, le suicide pour vous, c'est exclu. Pourtant, la police
Ouais. va conclure au suicide. Les enquêteurs Va conclure parce au suicide. que c'est comme si, voilà, enfin moi, ils disent, oh, il s'est jeté, on y croit. Non. Déjà, la police, elle a mal fait son enquête. Moi, désolée, je le dis franchement. Je suis allée, donc le 21, il est défenestré. Donc ça arrive du mercredi à 22h30, exactement. Du lundi matin à 9h, je me rends au commissariat en leur demandant c'est normal que le carnet de notes est resté chez les individus. Le carnet de notes des policiers? Oui. Et ils vont le récupérer. Ils l'ont oublié? Ils l'ont oublié sur place, où il a été défenestré. Donc, déjà, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous allez rester combien de temps dans le coma, Frédéric? Je suis resté 2 mois. Quand vous vous réveillez, vous avez, c'est quoi votre premier souvenir en ouvrant les yeux? Franchement, j'étais perdu. Je me disais, putain, je comprenais plus rien. J'étais perdu. Vous vous souvenez de la chose que vous avez vue en premier en ouvrant les yeux? Je sais pas, je pensais à ma mère direct. Un truc de malade. Mais quand je me savais, elle était pas là. Mais j'ai dit ma mère, maman. Je parlais pas, mais dans ma tête, je disais maman, maman, maman. Mais elle était pas là. Ouais, Je me disais, ma mère, elle est où? c'est trop mignon. Je pouvais pas dire au médecin, elle est où ma mère? Oui, parce que vous ne pouviez pas parler. Non. Oui, voilà. Ouais, c'était impossible pour vous de parler à ce moment-là. Donc je tapais, genre, pour les appeler. Je tapais sur Sur le lit? Le lit, Ouais, voilà. t'avais beaucoup de mal, t'avais beaucoup de mal. Ouais, beaucoup de mal. Et à un moment donné, votre maman, je suppose, vous allez lui poser la question. Vous allez lui demander? Non. Jamais? Ah non. Si c'est Non, suicidé? Non, parce qu'elle était sûre que je l'avais pas fait. En fait, non, c'est pas la question, c'est il sort du coma. Alors pourquoi je t'ai pas posé la question? C'est que je voulais le temps. Laissez le temps. Tu sais pas ce qui t'arrive et finalement, t'as parlé tout seul. Et c'est pas à moi, c'est à sa sœur. C'est à sa sœur qui l'a dit? Ouais, Vous lui avez dit quoi? Vous vous souvenez? il a écrit. Vous lui avez écrit à votre sœur? Que je me... déjà, normalement, ils devraient tous savoir que je suis pas de genre à jouer avec les trucs comme ça. Je m'amuserais pas à vouloir me foutre en l'air. Hein. Vous aimez la vie? J'adore la vie, moi. Rien que pour le foot. Et pour ma mère à fond. Il a toujours aimé la vie malgré tout. Ouais, moi ça. Là. Mais quand vous allez apprendre que la police dit c'est un suicide, c'est un choc pour vous quand on m'a dit ça, attendez, hein, je parlais pas encore. Ça, je devenais dingue. Je me disais, mais c'est un la honte. Mais bon. Ouais, ça vous rend fou dans votre tête. Ah, ça me rendait malade même. Parce que je me disais, imaginons, si j'aurais pas survécu, et tout le monde aurait pensé que je m'aurais suicidé. J'aurais dit, mais c'est n'importe quoi. Tu vois, Allez-y, mettez-vous bien sur la chaise, Frédéric, attention. mets-toi bien, voilà. Et en avant pour pas se basculer. On en est où aujourd'hui, Mandy? J'ai fait appel, donc c'est parti... Vous avez fait appel de la décision qui disait que c'était un suicide, c'est ça? Non, non. Vous avez non, fait non. appel de quoi? Non, non, ils disent pas que c'est un suicide, un non-lieu. D'accord. Donc, il y a eu voilà. un non-lieu, en fait. Voilà, mais tout ce qui est le compte-rendu de la juge ne correspond pas aux preuves que j'ai fournies. Rien ne correspond. Mais là, est-ce que les personnes concernées, qui sont donc présumées innocentes à ce jour parce qu'il n'y a pas eu de procès, est-ce que ces personnes ont été mises en examen? Du tout, rien. En même temps... Mais ça fait 3 ans quand même. Oui. Même pas de garde à vue. Donc, vraiment rien du tout. Malgré, il y a quand même des éléments qui prouvent bien certaines choses. Il y a un témoignage. Un témoignage. Après, Frédéric s'est trompé sur un individu. Ça reste toujours le même prénom, mais j'ai une piste. Et c'est vous qui faites l'enquête? Oui. Donc là, c'est récent, donc je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui. On va pas l'évoquer, mais juste de façon plus globale. Vous avez le sentiment que la justice va trop doucement dans ce dossier? Pour moi, elle ne fait rien du tout. Ouais. C'est simple. Pour vous aussi, Frédéric? Franchement, moi j'en ai marre de voir ma mère bosser plus que... Non, mais c'est pas le fait. Pour moi, elle ne fait rien du tout. Maître Florence Rowe,
comment on peut expliquer qu'il n'y ait pas de garde à vue dans ce dossier? Parce que Frédéric, il accuse nommément des gens. Donc on peut se dire que ces gens vont être convoqués, vont être interrogés, peut-être placés en garde à vue quand même. Enfin, lui dit, c'est ces gens-là qui m'ont jeté par la fenêtre. C'est pas n'importe quoi. Non, il ne l'invente pas. Et puis, il y a une situation où, effectivement, il est dans un lieu précis, avec des gens qu'il nomme. Ils sont au moins témoins de quelque chose, en tout cas. Donc, j'ose espérer qu'ils ont été entendus, ou par la police, ou par le juge d'instruction. Oui, mais le problème, là, actuellement, c'est que mes demandes d'actes n'ont toujours pas été acceptées. Et c'était quoi comme demande d'acte? Une reconstitution. On a demandé une confrontation. Vous voulez, Frédéric, juste un mot, vous voulez être confronté? Oui. Moi, je voulais voir, oui. Vous voulez être en face d'eux? Ah oui, en face des 4. Vous voulez être en face... Pour leur dire, voilà ce que vous m'avez fait. Même, je vais les rendre malades. Quand ils vont me voir, que je serai bien, ils vont se dire, you, on a raté notre coup. Et je vais rigoler, moi. Il a un moral d'acier. Il est incroyable, il est incroyable. Mais en tout cas, c'est pas normal. Enfin, je sais pas, je suis pas dans le dossier, donc c'est difficile parce que j'ai pas d'autres informations. Mais ça me semble quand même assez incroyable qu'il ne se passe rien au bout de tout ce temps et que personne ne soit, ne serait-ce que placé sous le statut de témoin assisté. Il n'y a même pas de statut de témoin assisté, là. Même pas. Écoutez, il y a des voisins, ils parlent. Et puis, quand ils sont devant... Le juge, ils ont peur. Oui, ils disent rien. Bon, en tout cas, la procédure continue. Pour l'instant, l'enquête se poursuit. Je lâcherai pas. Vous lâcherez pas, et non. Frédéric non plus, on l'a bien compris. Juste un petit mot, Inès Gauthier, psychologue, un petit mot sur le moral, parce qu'on disait il a un moral incroyable. Ouais. C'est fabuleux d'avoir cette force, parce qu'il faut être fort. Enfin, voilà, on a vu... c'était un super sportif, le foot c'était sa vie, c'était le sport. Ça l'est encore. Et ça l'est encore, mais c'était votre vie de le faire aussi, Oui. et vous allez recommencer, j'en suis sûr de toute façon. Mais voilà, quand on le voit aujourd'hui, je trouve que c'est une leçon formidable. Ah ouais, c'est génial parce que Frédéric, vous avez une super pulsion de vie, vous avez une joie de vivre incroyable, vous avez de l'humour. Oui. Et certes, ce qui vous a, on pourrait dire un petit peu perdu à l'époque, le fait d'être trop gentil, entre guillemets, et du coup le profit et tout ce qui s'en est suivi. Mais en même temps, votre gentillesse vis-à-vis de votre maman, c'est aussi ce qui vous a tenu. Je pense que ma gentillesse, elle vient de ma mère. Et en même temps, c'est ce qui vous a permis aujourd'hui, donc vous vous protégez l'un l'autre, puisque voilà, votre mère vous a donné tellement d'amour, ça vous a maintenu avec cette soif de vivre, et aujourd'hui, pour la protéger, en grande partie, d'après ce que vous dites, c'est ça aussi qui vous a rendu aussi résilient. Franchement, si je reste pas à ce c'est beaucoup grâce à elle. Et ça, on a bien compris, c'est ce lien qui vous unit, Florence. C'est une belle histoire, je trouve, et vraiment chapeau Frédéric, parce que c'est cette volonté de vivre, et ça démontre, et peut-être qu'il y a des gens qui sont dans votre situation, mais qui n'ont pas encore dépassé le cap, ça démontre qu'on peut y arriver. Et je vais vous dire une chose, c'est la deuxième fois que je vois un jeune homme qui est défenestré. L'autre à qui je pense était tombé d'une fenêtre du 6e étage. Et quand il est arrivé à l'hôpital, les neurologues ont dit « il ne remarchera jamais, comme vous ». Et je l'ai revu, alors, un peu longtemps après, c'est vrai, ça prend un peu de temps, mais je l'ai revu sur ses 2 jambes, marcher avec une béquille. Et je trouve ça génial. Donc vous allez refaire du foot, c'est à peu près sûr, et c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que ce cas nous a beaucoup émus, et qu'on est content de vous voir aujourd'hui. Et surtout, moi, quand je vous ai vu comme Jean-Marc arriver sur vos 2 jambes sans fauteuil roulant, respect. Bravo, Frédéric. Merci à ma mère. Non, Décidément. Mais ça, vous avez de la chance d'avoir votre mère aussi, c'est important, il faut être aidé. Mais surtout, il ne faut jamais lâcher, il ne faut jamais décrocher, et il faut garder espoir. Je ne pourrais jamais lâcher. Si je lâche, je vais m'en prendre plein la gamelle. Et il y a cet amour, finalement, Mandy, cet amour entre vous. C'est vrai, elle a raison, Maître Florence Roux, c'est ça qui vous tient aussi. C'est cet amour qui vous donne la force. Et vous allez continuer à vous battre? Pour ma mère. Mais pour vous aussi. Oui, pour moi oui, mais pour ma mère aussi. On a compris qu'il y avait cet amour. Merci à tous les deux, en tout cas. T'es très heureux de commencer. Je voudrais vous dire quelque chose. Ma mère, j'ai jamais connu quelqu'un qui est aussi proche de sa mère que moi. C'est un truc de malade. C'est fort et ça vous tient.
en tout cas. Merci à tous les deux. Merci à vous d'être aussi. venus sur ce plateau. Merci, monsieur. On va continuer à